Bonjour à tous. Bon, je pense qu'on peut commencer. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde là qui veuille se lever encore. Donc moi, je m'appelle Stanislas Dossini et aujourd'hui, je vais vous parler de 0AD Empire's Ascendant, un jeu libre et open source dont j'ai la charge. Donc on va voir un peu comment ça se passe dans le projet, qu'est-ce qu'on fait, etc. Genre vraiment les dessous. Je parlerai un peu de la communauté, un peu des modes, un peu du financement, ce genre de choses. Donc voilà, je vais commencer. Euh, donc là, on va commencer par une petite présentation du jeu. Donc n'hésitez pas à poser des questions aussi si vous voulez. Donc voilà, donc on va commencer par qu'est-ce que c'est 0AD, l'histoire derrière le projet, les fonctionnalités, les utilisateurs, l'équipe aussi, et puis un peu de report sur le progrès qui a été fait dans les dernières versions. Euh, donc voilà, donc moi c'est Stan. Donc moi je suis chef de projet de 0AD. Donc j'ai commencé en 2011 en tant que modeur. Donc en fait moi je suis arrivé, je voulais faire de la 3D. Je voulais faire de la 3D j'utilisais 3ds Max à l'époque. J'ai switché sur Blender depuis. Et donc moi ce qui m'intéressait voilà c'était de faire des modèles 3D pour le jeu afin de pouvoir contribuer à ce projet-là. Donc du coup, j'ai commencé en 2011. Pendant 6 ans, j'ai fait des modèles 3D, beaucoup de modèles 3D. Mais donc, comme ils n'étaient pas au niveau de ce qu'on attendait de l'équipe, j'ai bossé sur les modes du jeu. Donc, qui sont en fait un mode, du coup, c'est une modification du jeu qui permet de, je sais pas, par exemple, rajouter une nouvelle civilisation, changer le gameplay, etc. Et donc, moi, je travaillais sur les civilisations. On les verra à la fin. Je vais présenter quelques modes. Donc voilà, donc j'ai commencé à bosser là-dessus pendant 6 ans. Donc voilà, je me suis amélioré, je fais des animations, je fais des modèles 3D, je fais de la texture, etc. Et en 2017, ils m'ont dit bon bah c'est super, on est super content du travail que tu as fait. Est-ce que ça te dirait de rejoindre l'équipe en tant que personne officielle, d'avoir le droit de faire des modifications directement sur le jeu? Et du coup voilà, donc c'était un grand moment pour moi parce que ça faisait quand même pas mal de temps que je voulais y arriver là. Et en fait, donc de fil en aiguille, j'ai commencé à prendre de plus en plus de responsabilités parce qu'en fait, je suis ingénieur de formation, donc mon métier actuel, je suis consultant informatique pour OnePoint, donc j'écris du code, donc je me suis aussi retrouvé à faire de la programmation pour le projet, puis après du sysadmin, puis du montage vidéo, des réseaux sociaux, enfin j'ai un certain nombre de casquettes qui n'a pas cessé de grandir depuis 2017. Et en 2019, en fait, l'ancien chef de projet avait d'autres préoccupations dans la vie en fait et a décidé de quitter le projet pour pouvoir se concentrer sur celle-ci. Et il m'a dit est-ce que tu veux prendre la suite? Et donc en fait je suis devenu chef de projet à peu près en 2020 en fait autour du FOSDEM de cette année-là. Hop. Donc qu'est-ce que c'est 0AD? Alors 0AD c'est un jeu de stratégie historique basé dans l'Antiquité et en temps réel. Donc en temps réel parce que du coup on construit sa civilisation. C'est pas un truc en tour par tour où vous avez chaque tour vous attendez que l'adversaire fasse ses modifications. Là vous jouez vraiment en temps réel du coup. Donc c'est free, donc gratuit, libre et open source et multiplateforme. Donc on fonctionne sur Mac, Linux, Windows, BSD et probablement d'autres choses dont je ne suis pas au courant parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien faire tourner des choses sur des devices très intéressants. Et donc on supporte ces plateformes-là, vous pouvez jouer en réseau, le jeu il est déjà jouable même s'il est en alpha. Ça fait 22 ans qu'il est en développement, donc du coup il y a quand même eu des choses depuis. Et donc là sur la droite vous pouvez voir l'éditeur de niveau du jeu qui permet de créer ses propres cartes en plaçant les bâtiments et en modifiant le terrain et en coloriant la carte. Donc le projet a commencé en 2001 environ. En fait, il n'y a pas vraiment de date exacte parce que c'était vraiment un projet qui était dans la tête des développeurs de l'époque. Il a été fait par donc, des fans d'Age of Empires, donc le Tonto Clan, qui était un clan de multijoueurs de Age of Empires, et puis un groupe de modeurs qui s'appelait Wildfire Games à l'époque et qui faisait le mode Romad War que vous pouvez voir sur la droite. Donc en fait, ils avaient fait une conversion totale de Age of Empires pour rajouter les Romains avec le Colisée et d'autres bâtiments. Donc ce projet-là, il a duré pendant 8 ans. Donc en fait, ils voulaient faire un jeu freemium à la base. Ils voulaient faire un jeu gratuit, mais pas open source. Ils n'avaient pas prévu du tout que ça soit open source à l'origine. Et en fait, au bout de 8 ans,
La vie des gens ont changé. Il y en a qui se sont mariés, il y en a qui ont eu des enfants. Ça a été un peu compliqué. Et en fait, ils n'avaient plus vraiment le temps de travailler sur le projet comme ils voulaient. Et ils se sont dit, c'est vraiment dommage de voir notre projet et les 8 dernières années de notre vie, entre guillemets, perdues parce que personne ne peut le récupérer. Donc ce qu'on va essayer, c'est on va essayer de le rendre open source. Et puis on va voir si ça intéresse des gens et s'il y a des contributions qui vont se faire ensuite. Et donc voilà, on est 12 ans plus, enfin 13 ans plus tard et on est toujours là. Donc c'est un pari réussi pour eux d'avoir fait ça. Voilà, donc le jeu, donc un jeu de stratégie. Il y a 5 modes de jeu qui sont combinables, donc vous pouvez genre jouer en conquête, conquête avec la relique, etc. Donc en gros, c'est des modes de jeu différents. Donc conquête, ça va être tout détruire. Relique, ça va être, il va y avoir des reliques qui vont apparaître aléatoirement sur la carte. Vous devez les capturer toutes. Vous allez avoir un mode merveille où il faut construire la merveille de chaque civilisation. Vous avez un mode régicide où vous avez un héros au début et il faut vous les garder en vie le plus longtemps possible et le dernier qui a un héros il a gagné. Et donc vous pouvez combiner ces modes pour avoir des jeux qui sont un peu plus intéressants que juste faut tout détruire ou faut tout capturer. Donc vous pouvez jouer en solo. Il y a un certain nombre de cartes solo. Vous pouvez jouer donc contre l'IA en fait. Vous pouvez jouer en LAN et en WAN avec vos amis, donc ça marche bien. Là, les PC ici sont en LAN, ça fonctionne. Et vous pouvez jouer en WAN. Donc en fait, on a 2 modes. Soit vous vous connectez directement à l'utilisateur de l'autre côté, soit on a un lobby multijoueur qui est basé sur XMPP, donc un protocole de communication open source, qui vous permet de lister les parties en cours et de pouvoir vous connecter et de rencontrer des nouvelles personnes. Il y a de la génération procédurale de cartes. Donc tout à l'heure, on a vu l'éditeur de niveau. Donc là, vous le faites à la main, donc vous placez chacun des bâtiments, mais vous pouvez aussi le faire avec du code. Vous pouvez écrire, en fait, c'est du JavaScript. Donc il y a une espèce de bibliothèque qui permet de générer des cartes. Elle a un certain nombre de fonctions pour placer des objets, créer des montagnes, déformer le terrain, etc. Et vous pouvez l'utiliser pour générer des cartes. Donc ça vous permet d'avoir un type de carte à peu près standard, mais qui change sans arrêt en fait, avec un seed, donc une valeur aléatoire en fait. Et donc vous avez la même carte à peu près, mais il y a toujours des twists. Et vous pouvez par exemple changer le biome, passer de un biome méditerranéen à un biome alpin ou au désert, etc. Donc ça permet d'avoir justement un peu plus de durée de vie sur les cartes. Comme ça, c'est pas vraiment toujours la même chose. Donc 90% du texte dans le jeu est traduit dans plus de 20 langages. Donc ça se fait aussi de manière collaborative. Donc c'est une entreprise qui s'appelle Transifex, mais en gros ils ont une plateforme sur le web où vous pouvez vous connecter et du coup traduire toutes les chaînes de caractères du jeu. Et donc il y a des gens qui ont traduit dans beaucoup de langages. On a français, anglais, allemand, mais on a aussi breton. Je crois qu'on a un peu de traduction klingon. Enfin, voilà, les gens, ils ont trouvé des choses amusantes à faire. Donc, je parlais du multijoueur tout à l'heure. Donc, quand vous utilisez le lobby multijoueur, vous pouvez aussi être ranké. Donc, en fait, si vous faites des parties 1 contre 1, vous pouvez décider que la partie elle sera enregistrée. Et donc, du coup, vous allez récupérer des points. C'est un système de Elo, comme les échecs. Voilà, donc bon, ok. Il y a l'éditeur de niveau. On a rajouté récemment une interface de reinforcement learning. Donc en gros, l'idée c'est que vous parlez via HTTP au jeu et vous pouvez utiliser les informations pour, avec un script Python par exemple, faire du machine learning, récupérer des informations, lui apprendre à faire je sais pas, par exemple, à faire des manœuvres d'évitement avec la cavalerie contre des archers, et puis après, peut-être, éventuellement, un jour, une vraie IA complètement décentralisée du jeu. Voilà, on a un espèce de feedback anonyme. En gros, ça nous permet juste de savoir à peu près qui utilise notre ordinateur, qui utilise le jeu. Est-ce que ça tourne sur des grippins? Est-ce qu'il n'y a que des gens qui ont des i9 et puis des 3090 qui jouent? Et ça nous permet justement d'adapter, de changer peut-être certaines fonctionnalités pour optimiser un peu plus par rapport à nos joueurs. C'est totalement opt-in, donc en fait de base il n'y a rien qui est envoyé. Ça permet justement, juste si vous avez envie de nous aider à voir un peu plus qui sont nos joueurs, d'avoir des informations. Comparé à pas mal de jeux open source, on a quand même des graphismes qui sont assez beaux. En fait, on a eu beaucoup de chance d'avoir beaucoup d'artistes qui sont venus sur le projet et qui ont travaillé
vraiment d'arrache-pied pour faire des beaux modèles 3D. Donc c'est vraiment un truc dont on est fiers parce que c'est vraiment sympa d'avoir un jeu agréable à regarder. Et puis bon, du coup, comme le jeu a été fait par des modeurs, tout le jeu est entièrement modable. Donc vous pouvez rajouter des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles cartes, changer les stats des unités, rajouter des nouvelles unités. Voilà, vraiment, il y a un florilège de possibilités. Vous pouvez aussi changer l'interface graphique. Vous pouvez faire un jeu qui est complètement différent aussi. On verra, il y a des modes qui changent vraiment le mode de fonctionnement du jeu. On n'est plus sur du Age of Empires-like, on est vraiment sur plus bataille pour la terre du milieu. Enfin, ils ont vraiment changé le gameplay. C'est pratique, ça permet justement de donner encore plus de vie au jeu, puisque vous pouvez télécharger les modes à travers le jeu, et puis voilà, changer votre expérience. Voilà, donc dans l'équipe, depuis 2000, on a eu à peu près 200 personnes qui sont devenues officiellement dans l'équipe. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est des personnes qui ont eu accès pour pouvoir committer dans le repo. Il y a eu à peu près 500 contributeurs externes. C'est sans compter les innombrables traducteurs qu'on a. Là, c'est parce qu'il y a des personnes qui vont traduire une seule ligne, mais du coup, ils sont quand même dans les crédits, parce que c'est important pour nous justement de remercier tous ces gens-là qui contribuent. Actuellement, on est plus une quinzaine. Après, en effectif temps plein, on va être à 0,5 personnes. C'est rare d'avoir 10 personnes actives en même temps. Elles n'ont pas forcément toutes les mêmes prérogatives. On a des artistes, mais on a aussi des programmeurs, on a des gens qui travaillent uniquement sur le sysadmin. Donc, c'est pas forcément facile d'avoir une idée de la productivité du projet à partir du nombre de personnes. Et puis après, en fait, on a des contributeurs externes réguliers qui viennent nous suggérer des choses ou qui viennent corriger des bugs, qui viennent nous proposer des améliorations dans le gameplay ou dans l'équilibrage. Donc voilà, et donc on a un forum qui est relativement animé, surtout quand ça concerne la partie multijoueur, parce que c'est des gens qui sont très investis sur toutes les civilisations doivent être équilibrées. Au niveau de nos utilisateurs, on a à peu près 100 000 comptes multijoueurs, on en a 5 000 qui sont utilisés chaque mois. En général, le soir, il y a à peu près 60 personnes qui jouent, ça dépend, il y a des fois, le week-end, il y a des pics en général. On a 300 000 téléchargements en 2021, plus les téléchargements qui se font par les package managers de Linux, qu'on ne peut pas traquer forcément. Et on a le snap là, de Ubuntu nous dit qu'on a à peu près 20 000 utilisateurs qui ont le jeu installé sur leur machine. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils jouent, mais au moins ils l'ont gardé installé. Et on sait qu'avec le feedback opt-in dont je parlais tout à l'heure, on a 1500 joueurs qui se connectent tous les jours, qui lancent le jeu. On ne sait pas ce qu'ils font dedans, mais on sait juste qu'ils lancent le jeu au moins. Voilà, donc on a un énorme nombre d'utilisateurs sur BSD, comme vous pouvez le voir. On est plutôt à 45 sur Windows, Linux. Ça dépend des jours. Des fois, on a plus de Linux, des fois, on a plus de Windows. Et on a 10% d'utilisateurs sur macOS. Je pense que ça vient du fait qu'on n'est pas sur l'App Store. Et donc, du coup, on n'a pas la visibilité dont on a besoin sur ces plateformes-là pour être vraiment productif. Donc là, je vais vous montrer le trailer. Donc c'est la dernière version qui est sortie, donc l'Alpha 26. Donc voilà, donc ça va être le trailer. Hop.
Donc voilà, donc c'était le trailer. Donc en gros, pour chaque version qui sort, donc même chaque version alpha, on génère un trailer avec bah, voilà, les quelques fonctionnalités qui sont intéressantes. On essaye de montrer des choses jolies aussi pour donner envie aux gens. On les publie en général sur YouTube et sur PeerTube. Donc voilà, donc pour la version 26, il y a une nouvelle civilisation qui est arrivée, les Han. C'est une dynastie chinoise qui date de à peu près moins 300 avant Jésus-Christ à 0, donc qui est dans la période de moins 500 à 0 que couvre 0 AD. On a continué à améliorer des cartes, on a rajouté les bannières, etc. Donc voilà, donc l'idée c'est qu'on essaye de sortir des versions assez régulièrement, avec plus ou moins de succès. Là, on a eu un an pour développer l'Alpha 26 parce qu'il y a eu 6 mois de développement et 6 mois de correction de bugs. L'idée ce serait plutôt d'être sur des cycles de 4 mois. On essaye là, on va voir, on va essayer de sortir une version en février. Donc on espère en avoir une autour du FOSDEM. Donc voilà. À noter que la musique est faite par 2 compositeurs. Elle est entièrement open source aussi. Donc là, pour l'Alpha 26, on a eu 26 nouvelles musiques donc qui viennent de travaux différents. En gros, l'idée, c'est qu'on essaye d'avoir une musique qui correspond au thème avec au moins 1 ou 2 vrais instruments, pas que de la musique numérique, pour avoir un espèce de feeling un peu réaliste. Voilà, donc là je vais passer rapidement sur le moteur. Donc en gros derrière 0AD, il y a le moteur qui s'appelle Pyrogenesis, donc le moteur qui permet justement d'avoir tous ces modes et de pouvoir faire le jeu. Donc c'est entièrement fait maison, hein, Unity ça n'existait pas en 2000, donc les personnes ont décidé de faire ça vraiment. Faites pas ça chez vous, c'est pas une bonne idée. Donc voilà, donc il fonctionne sur Mac, Linux, FreeBSD. On a pas mal d'architectures, ARM, AR64, etc. Il y a des gens qui nous ont fait des patchs pour du RISC-V. Le problème, c'est que c'est un peu compliqué à tester. Donc le moteur, il est en C++ et en JavaScript. Donc tout ce qui va être performance, tout ce qui va être pour la performance, ça va être du C++, parce qu'on n'a pas le choix. Et on a plus de choses en JavaScript au niveau du gameplay, etc. Donc l'IA est en JavaScript, la génération procédurale de cartes est en JavaScript, l'interface graphique est en JavaScript et en espèce de XML. Voilà, on a nos assets qui sont en XML et en JSON. C'est parce que pendant une période c'était un peu compliqué de parser du XML en JavaScript. Du coup on a rajouté un langage un peu plus simple. Tous nos outils sont en Python quasiment. Il doit rester 1 ou 2 scripts qui sont encore en Perl, mais on a réussi presque à se débarrasser de ça. Voilà. Après, donc, multiplayer chat, c'est XMPP. Et puis, on a tout un tas de bibliothèques qui sont assez communes dans les projets open source. Hop. Alors, voilà, donc pour notre repository, on utilise SVN. Et parce que Git, ça n'existait pas en 2005. Donc on a gardé ça longtemps. On va essayer de migrer dans les mois ou les années qui suivent. Ça dépend, c'est toujours un peu dur de dire avec l'open source. En gros, le souci principal, c'est qu'on a énormément d'assets binaires et que c'est beaucoup plus simple de les gérer avec SVN parce que ça fait des downloads qui sont moins grands. Et donc du coup pendant très longtemps on est resté sur SVN aussi parce que les artistes qui bossaient sur le jeu trouvaient ça plus simple à utiliser que Git. Il n'y avait pas trop de merge. Je crois qu'en 10 ans de contribution j'ai jamais eu de problème de merge avec SVN. Avec Git c'est quelque chose qui est un peu plus courant. Et puis du coup le système de gestion des fichiers binaires était plus simple parce que SVN est centralisé, donc du coup vous avez tout sur le serveur et vous avez que les informations dont vous avez vraiment besoin. Voilà. Mais on provide quand même 2 miroirs Git sur GitLab et GitHub qui vous permettent de contribuer entièrement sans avoir besoin d'utiliser SVN. Donc dans l'absolu ça devrait être à peu près transparent. Pour faire ça en fait on utilise une plateforme qui s'appelle Fabricator. J'ai perdu la slide. Mais donc en gros l'idée c'est une plateforme qui vous permet d'uploader des patchs. Donc vous créez un patch à partir de votre repository et puis vous l'uploadez sur cette plateforme là et en fait du coup c'est transparent pour vous. Il n'y a pas de gestion du versioning system. Malheureusement cette plateforme a été dépréciée je crois qu'elle était principalement mise à jour par Facebook et ils ont décidé qu'ils allaient passer à autre chose.
Et du coup, il va falloir qu'on migre vers d'autres choses. Et la plupart des plateformes maintenant, actuellement, supportent Git. Donc on avait pas mal de choix. On avait GitLab, on avait aussi GitHub, etc. Mais en fait, la plupart des développeurs voulaient garder leur souveraineté et ne pas dépendre des GAFAM pour justement l'hébergement, etc. Donc on décidait qu'il faudrait plutôt qu'on le self-host comme on le fait actuellement. Et c'est pour ça que moi j'étais resté sur GitHub et Gitee. Le problème de GitLab, c'est que c'est très très lourd et que en fait la version community qu'on peut avoir sur du self-hosté, elle n'a pas toutes les features dont on peut avoir besoin. Et Gitee a l'avantage que Blender a décidé de migrer vers eux. Donc en gros, toutes les fonctionnalités, eux ils utilisent aussi Fabricator, donc toutes les fonctionnalités qui vont leur manquer, ils vont probablement les développer pour Gitee. Donc dans la solu, ça va nous permettre aussi de peut-être avoir une migration qui va être plus simple. Parce qu'il n'existe pas actuellement de script pour passer de Fabricator ou peu importe à GitLab, ou alors ils sont très vieux et ils n'ont pas été mis à jour depuis plusieurs années. Donc pour la migration elle-même, en fait, j'ai mis un lien, mais c'est en gros, on a tout une set de tâches à faire. On a beaucoup de trucs compliqués au niveau de notre sysadmin, etc. à migrer, toutes les pipelines, tout ça, etc. Donc ça va prendre du temps de passer à Git. Pour notre bug tracker, actuellement, on utilise Track. Ça marche bien, on est assez content. Maintenant, vu que c'est moi qui me charge du sysadmin, je vais essayer de réduire au maximum le nombre d'applications. Donc, je vais essayer aussi de migrer Track dans Gitee. Donc, on a à peu près 1300 tickets ouverts. Ça, c'est les bugs qu'on connaît. Je pense qu'il y en a un peu plus que ça. Les pires bugs qu'on a, c'est les bugs qui sont liés aux drivers, aux cartes graphiques, etc. Et les freezes qui sont inexplicables sur certaines plateformes. Et puis bien sûr, les problèmes de permission. Genre, j'ai pas le droit d'écrire ici, comment ça se passe. Donc souvent, les gens ont des configurations qui sont très variées. Donc c'est toujours intéressant de voir à quel point le même code peut bugger différemment sur 25 ou 26 plateformes différentes. Voilà, donc sur Track on a aussi le wiki, donc c'est là où on a toutes nos infos. Pareil, ça va être migré, donc il y a pas mal d'informations sur comment récupérer le code, comment builder, sur du modding, comment faire son premier mode, comment rajouter une unité, ce genre de choses. Voilà, donc après en intégration continue on utilise Jenkins. Ça fonctionne relativement bien, ça nous permet justement de tester que le jeu il build sur Mac, Linux et Windows. Donc on a setup toute notre intégration continue de manière à pouvoir tester ça. On fait tourner les tests, donc pour chaque patch qui est submit, on exécute ça sur les 3 plateformes et on regarde si ça compile, si ça correspond aux versions des compilateurs qu'on a choisis, etc. Et si c'est OK, déjà on est un peu plus serein sur la sûreté du patch. Voilà, tac. Au niveau de l'hébergement, donc on est chez Hetzner, on a un seul serveur qui est payé principalement par les donations. On a à peu près 600 € de frais de serveur par an et tout tourne dessus. Donc ça, pour l'instant, ça tient. On arrive à gérer tout ce qu'on veut. C'est un peu compliqué parfois avec l'intégration continue parce que ça bouffe pas mal de performance. Mais de manière générale, on n'est pas à l'étroit sur notre serveur. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui nous demandent souvent pourquoi est-ce qu'on n'est pas sur les stores connus. Justement, voilà, je sais que maintenant il y a Inkscape sur Microsoft Store, VLC doit être sur l'Apple Store maintenant, je crois. Donc en fait, le problème, c'était le prix. Steam, c'est 100 € upfront. Mac, c'est 99 € par an. Et Windows, je crois que c'est 100 € aussi. Mais principalement, c'est la réception du jeu sur ces plateformes. On a un jeu qui a 20 ans, qui est totalement jouable, mais qui a quand même des coins qui ne sont pas tout à fait arrondis. Et l'idée, c'est de ne pas rusher d'aller sur ces plateformes-là, recevoir 10 000 avis négatifs et les plomber le projet à vie pour ces plateformes.
Après, il y a le souci que comme c'est propriétaire, on a un peu moins de contrôle. Il y a des soucis de licence aussi. Il faut voir si la GPL et les Creative Commons qu'on utilise sont compatibles avec les licences de ces plateformes-là. Donc il y a pas mal de choses qui sont un peu légales, qui demandent une expertise qu'on n'a pas forcément avec nous. Et ensuite, il y a la dernière chose, c'est la charge du serveur. Parce que en gros, actuellement, on est capable d'avoir à peu près 400 joueurs sur notre lobby multijoueur. Et après, là, on commence à avoir des problèmes de performance et les joueurs, ils n'arrivent plus à gérer la charge, elle est trop longue et ça se met à ramer en fait juste sur le chat. Le jeu en lui-même est en peer-to-peer, donc vous n'avez pas de RAM parce que le serveur est lent. Par contre, toute la partie chat, multijoueur, etc. risque d'avoir un impact. Et du coup, l'idée, c'est de bien nous préparer avant d'aller sur une plateforme comme ça. La dernière fois, en fait, là, on a eu un petit malin qui a mis le jeu sur Steam. Alors c'était génial, on a gagné 500 followers sur Twitter directement. Genre dans les 3 heures qu'on suivit, on avait 500 followers sur Twitter en plus. Malheureusement, on ne savait pas quelle version il avait mis, on ne savait pas ce que ça allait impliquer sur notre serveur, et donc on a dû demander aux gens de le signaler parce qu'on ne pouvait pas gérer l'afflux de personnes en fait sur les trucs. Parce que s'il faut modérer 2000 personnes de plus, gérer justement tout cet afflux sur les forums avec des personnes qui ont des questions ou peut-être des problèmes techniques, etc. C'est pas un truc qui se fait comme ça. On a besoin de personnes qui vont nous aider à le faire et on peut pas, avec la taille actuelle de l'équipe, gérer autant de gens d'un coup. Voilà, donc après, on est un projet open source, donc on a toujours besoin de gens. On a toujours besoin de programmeurs, on a besoin de gens qui bossent sur l'IA, on a besoin de gens qui bossent sur le pathfinding, sur les graphiques, sur le networking, enfin toute l'amélioration possible pour continuer à rendre le moteur performant et avec un peu de chance le rendre aussi plus populaire pour qu'il y ait plus de gens qui fassent des jeux de stratégie avec. Voilà, après on a besoin de maintaineurs, de gens qui vont nous aider à juste nettoyer le code, parce que quand on a une code base qui a 22 ans, forcément il y a des choses qui font peur maintenant. À l'époque ça passait encore, on avait dit bon ça va, ça fonctionne, ça fait 2 jours qu'on a codé le code. Maintenant ça commence un peu à piquer les yeux. Voilà. Voilà, on va parler un peu de financement. Hop. Alors, en gros, donc 0AD est sous la tutelle de SPI, donc Software for the Public Interest, qui est donc une association à but non lucratif américaine. La raison pour ça, c'est que les fondateurs du jeu étaient américains, donc ils ont choisi une entreprise qui était là-bas. C'est aussi normalement le sponsor de Arch Linux et Debian, il me semble. Donc c'est eux qui gèrent tous nos fonds. C'est pratique parce que du coup on n'a pas à gérer ce côté-là. Ça présente des inconvénients aussi parce que c'est pas forcément des gens qui répondent très vite. Après tout, c'est une association et donc ils ont aussi leurs prérogatives. Donc parfois, quand on a besoin, je sais pas, on va faire un événement, on a besoin de débloquer des fonds. Là, ça devient un peu plus compliqué. Ça peut prendre 2-3 mois pour avoir la réponse qui nous intéressait. Il faut peut-être les relancer, etc. Mais dans l'absolu, voilà. Donc l'avantage, c'est qu'on a à peu près 32 000 euros sur le compte de cette association-là. Et donc si un jour on a peut-être un peu plus pour pouvoir embaucher quelqu'un full-time, pour pouvoir développer un truc qui sera vraiment utile au moteur, ça peut être sympa. Et au pire, ça nous laisse 27 ans de frais d'hébergement pour pouvoir trouver quelqu'un qui va le faire gratuitement. En 2013, en fait, il y a eu une tentative de crowdfunding, parce qu'à l'époque, donc ça faisait 4 ans qu'il venait d'être open source, et donc il y avait encore pas mal des anciens contributeurs, et ils s'étaient dit bon on va essayer de voir si on peut payer quelqu'un. Et donc du coup, ils ont fait un crowdfunding sur Indiegogo et ils ont récupéré 29 000 euros sur les 160 000 qu'ils voulaient à la base, enfin même 142 000 en gros. Du coup, ça a créé une grosse déception. Il y a pas mal de gens qui sont partis à ce moment-là parce que du coup, le projet avait l'air un peu triste. Ça voulait dire que ça intéressait personne et donc ils étaient un peu tristes. Mais du coup, grâce à ce crowdfunding, nos serveurs tiennent toujours aujourd'hui. Ça nous permet de continuer à développer le jeu.
C'est pas une petite entreprise de faire un crowdfunding. Il a fallu 2 ans pour réunir l'ensemble des perks, donc les journaux, les dessins, enfin toutes les personnes, les stickers, tout ce que les gens avaient commandé en échange du crowdfunding. Et donc ça a été un peu compliqué autour de cette période-là, parce que justement certaines personnes qui avaient disparu avaient des commandes sur des trucs qu'ils devaient faire. Voilà. Hop. Du coup, je vais parler un peu des modes. Donc on a notre plus grand mode qui en fait maintenant se trouve être quasiment plus grand que le jeu actuel, qui est un mode Zelda. Donc c'est une conversion totale du jeu. Ils ont un peu changé l'interface aussi. Et en gros, le mode de gameplay est différent par rapport à 0AD. Donc dans 0AD, vous avez un bâtiment principal et vous vous étendez. Ici, c'est carrément une ville que vous avez de base, et ensuite vous avez différentes méthodes d'expansion qui sont différentes. En fait, vous avez les unités qui ne bossent que en formation. Ils n'ont plus d'unités uniques dans leur mode. Enfin, voilà, donc ils ont changé pas mal de choses. C'est un travail de fou. Et puis en plus, c'est joli, quoi. On a donc ça, c'est des modes qui sont en cours de développement. Là, on a un mode sur la révolution, enfin sur la guerre civile américaine. Donc ça a été fait par un seul artiste. Là, il s'est amusé, il a fait quelques bâtiments. Donc on a 2-3 soldats, on peut faire quelque chose. Vous avez un mode médiéval pour les gens qui sont pas trop sur la période d'Antiquité. Ça permet de changer un peu. Donc là, voilà, on a une petite ville russe. Il y a quelques autres civilisations. Il y a les Carolingiens, les Anglo-Saxons, les Umayyads, donc qui sont autour de l'Arabie Saoudite, etc. Vous avez un autre mode qui s'appelle Terra Magna, qui est en fait, grosso modo, toutes les civilisations qui n'ont pas été ajoutées dans le jeu principal, mais qui correspondent quand même à l'époque. Alors, ils n'ont pas été ajoutés parce qu'il manquait des bâtiments, parce que forcément, ils n'étaient pas forcément finis, ou que le gameplay n'était pas encore prêt. Donc c'est un peu notre mode bêta pour les civilisations. Voilà, j'avais fait un test avec quelques assets d'un autre moteur qui s'appelle Spring, qui avait fait un jeu qui s'appelle Spring 1944, qui permet justement de jouer avec des véhicules de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça montre un peu qu'on peut faire vraiment des choses qui sont complètement différentes dans le jeu. Là, vous avez un mode qui est un peu plus Heroic Fantasy, donc avec des nains, des elfes, des gobelins, etc. Donc c'est des civilisations qu'on a prévues. Pour l'instant, il y a les nains qui ont quelques bâtiments. Voilà, c'est un travail. Et pour finir, on a un mode là qui s'appelle Stellar Artist, donc qui est un mode qui a pour but de fournir une alternative open source à StarCraft. Donc là, c'est un mode qui est vraiment au tout début de sa création. L'idée, c'est d'avoir 3 civilisations, et en fait on a une école d'art à Rennes qui s'appelle Active Design, qui travaille uniquement avec des logiciels libres, qui a décidé de nous filer un coup de main en disant on va demander à des étudiants. Donc je crois qu'ils ont mis 10 étudiants sur le coup. Donc on a des game designers, on a des artistes, on a pas mal de gens, et ils vont essayer de faire un mode pour 0AD dans le cadre de leurs études. Hop, donc voilà, donc après il y a la communauté, donc ils font souvent des tournois, donc en plus du matchmaking. Donc là voilà, en fait on est sur un tournoi standard avec des brackets sur Challenge, donc il y a un site qui permet justement d'organiser ce genre de choses. Et donc voilà, donc ils ont fait un tournoi genre le mois dernier, et voilà, on a à peu près les deux joueurs les plus forts du jeu qui ont encore gagné. Voilà. Tac. Donc là en fait on a 2 choix. Soit je vous montre la partie qu'ils ont faite, soit on peut essayer de streamer, et s'il y a 2 personnes qui veulent tester un jeu de stratégie et monter sur la scène. Je ne sais pas si ça intéresse des gens. Ouais, il y en a un là-bas. Est-ce qu'il y a une deuxième personne? Allez-y.
Ouais, allez, prenez celui que vous voulez. On promet pas une grande partie. Hein. Non. J'ai pas mes lunettes d'ordi. Je sais pas si je vais. Il y a personne d'autre qui veut venir. T'as pas tes lunettes d'ordi? Non. Je vais voir si je peux faire quelque chose. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est la civilisation séleucide. Donc c'est autour du Moyen-Orient. Souris normale. Et donc c'est une des 14 civilisations dans laquelle vous pouvez jouer. Donc là, par exemple, on est sur... c'est pas l'interface standard du jeu, c'est un mode qui a été fait par quelqu'un justement pour permettre de streamer, donc avec des informations sur les deux joueurs en cours. Et on peut avoir des infos sur ce qu'ils sont en train de faire. Ça permet justement d'avoir... voilà. Donc allez-y, hein, amusez-vous. Hein, Je suis pas habitué à ce genre de souris, désolé. Ah, vous pouvez utiliser le trackpad si c'est plus simple. En fait, je suis désolé, j'ai oublié de prendre deux souris. Oh là. Bon. Je suis largué, désolé. Donc on peut regarder en fait. Donc en gros ça permet. Donc là on est sur un mode observateur. Donc moi je suis sur mon ordi en fait et je peux regarder les parties. C'est le cas de toutes les parties multijoueurs. Vous pouvez vous connecter et regarder. Enfin s'ils ont autorisé parce qu'il y a des gens qui veulent pas que vous regardez. Donc l'idée c'est que vous pouvez justement voir tout ce qu'ils font. Vous pouvez aussi vous mettre à leur place. Hop. Si je fais ça. Voilà. Là je vois plus que ce que voit le joueur 1. Donc ça permet aussi d'avoir des informations sur justement ce qu'ils ont vu, etc. De s'adapter, de regarder comment les joueurs y jouent, qu'est-ce qu'ils font en premier, d'analyser un peu leur comportement sur le jeu. Et donc souvent en fait les joueurs partagent ces fichiers de replay pour pouvoir avec d'autres joueurs pour pouvoir justement tous s'améliorer en regardant notre truc ou permettre à des streamers sur internet de faire des commentaires vidéo sur ce qui se passe. Donc là vous voyez en fait on a une civilisation standard, donc les utilisateurs, on va aller chercher des ressources autour du centre de village pour pouvoir justement étendre sa civilisation. Donc petite différence avec Age of Empires, ici on a un système de territoire, donc vous ne pouvez pas construire en dehors de votre territoire excepté quelques bâtiments. L'idée c'est justement de vous forcer à construire de nouveaux points forts entre guillemets en construisant de nouveaux centres de village. Et donc voilà. Et donc après d'aller observer, d'aller voir où est votre adversaire, histoire de savoir à peu près d'où vont venir les attaques. Donc un truc intéressant sur le jeu aussi, tous les bâtiments du jeu ont leur nom traduit dans la langue d'origine ou le truc le plus près qu'on a pu trouver. Donc là par exemple on est sur une civilisation qui est un peu gréco-romaine. Donc le nom Agora, donc pour centre de village, c'est le nom latin, enfin grec du coup pour ça. Donc on a dans les 14 civilisations, on en a où c'est écrit en égyptien, donc c'est un peu dur à lire. Mais l'idée c'est ça. Donc vous pouvez aussi accéder. Alors je sais pas si. Donc en fait dans le jeu vous pouvez accéder normalement à toutes les informations des autres civilisations aussi. Non, on n'a pas. Mais du coup, ça vous permet aussi d'avoir les arbres technologiques, de regarder ce qui se passe. Donc voilà. Donc là, il s'est fait attaquer par Gaïa, enfin par l'autre joueur, parce que du coup, il est allé les voir. Et donc, regardez, là, ils sont en train de se poursuivre. C'est palpitant. Ah, il l'a eu. Pour aller chercher à manger un peu. Ah ben voilà, je l'ai pas vu. Donc si vous voulez, vous pouvez nous suivre sur les réseaux, que ce soit des réseaux GAFAM ou pas. On a Mastodon aussi, on est sur 2-3 réseaux. Donc si vous voulez scanner et nous suivre.
conseillerais pas de jouer au pad. Ouais. Non, c'est pas la meilleure expérience. J'aurais dû prendre celui-là parce que tu connais, c'est rien. Donc en tout, dans le jeu, on a 60 musiques différentes. Vous pouvez les écouter sur Spotify et les télécharger directement ou les acheter sur Bandcamp si vous voulez supporter les créateurs. Voilà. Du coup, si vous avez des questions, je vous en prie. Je crois que le micro là au milieu est fait pour ça. Ouais. Alors, jusqu'à maintenant, je crois qu'il y a eu zéro... Enfin, il y a peut-être eu une personne qui a été rémunérée dans toute l'histoire de 0AD. Donc, c'est vraiment que des donations. Donc, tout est sous licence donc Creative Commons avec attribution. Donc, ouais, vraiment, les gens ont été généreux. Ouais. Allez-y. Je crois pas. Je sais qu'il y a eu des thèses sur 0AD, mais c'était plus sur des aspects techniques que sur des aspects éducatifs. Je sais souvent des professeurs qui sont intéressés par justement la formation à travers 0AD, mais on n'a jamais été plus loin que je suis intéressé. J'en ai 65 la semaine prochaine. Ouais. Je dirai si j'ai des retours. Ça marche. Ouais. Oui, alors en fait, on a donc en gros dans le jeu, il faut que je le relance, mais en fait, on a un profiler intégré qui va nous. En fait, on a mis des endroits, enfin les endroits clés entre guillemets, on a mis des informations. Let's go. Ah, super. Mais en gros, donc, en haut de l'écran, vous pouvez avoir donc, les informations sur ce qui est dessiné par exemple à l'écran. Je ne sais pas, par exemple le nombre de polygones, le nombre de terrains, etc. Vous allez aussi avoir des informations sur, donc justement pour la simulation, donc la partie du coup intelligence des unités, leur déplacement, etc. Des informations sur combien de temps, combien de fois c'est appelé, etc. pour certains trucs. Et ensuite, vous avez un profiler un peu plus intéressant avec des graphes que vous pouvez lancer un enregistrement entre guillemets de la partie et ensuite récupérer toutes les informations pour pouvoir analyser à quel moment il y a eu des pics, etc. Et ensuite pour tout ce qui est graphique, là on va utiliser des outils externes type RenderDoc, etc. pour avoir vraiment des infos sur ce qui est utilisé. Voilà. À noter par exemple que justement comme le niveau des artistes est très variable dans 0AD, on a des assets qui sont pas forcément super optimisés et donc ça permet justement de les trouver et de les remplacer par des choses qui seraient un peu plus faciles à dessiner pour l'ordinateur. D'autres questions ? Vas-y. Ouais. Et comment vous faites après pour la prise de décision, réussir à communiquer, à dire on fait ça, on fait pas ça, comment vous travaillez entre guillemets sur ce travail ? C'est compliqué. En fait, il y a pas mal d'aspirations différentes dans 0AD. Il y a des gens qui sont là. Il y a un développeur un jour qui a dit oh, moi ça pourrait être un simulateur de bateau, ça m'intéresserait pareil.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est les morceaux de code, etc. On a des gens qui sont plus sur la partie graphique, justement. Donc, en fait, c'est un collectif de personnes avec des gens avec des motivations différentes. Donc, il y a des personnes qui seraient très intéressées pour avoir un jeu type StarCraft vraiment hyper compétitif avec, en fait, on s'en fout de l'histoire, on s'en fout de tout ce qu'il y a dedans. Et on va juste faire un jeu qui est 100% équilibré. Il y a des gens qui voudraient avoir un gameplay beaucoup plus riche avec des centaines de features différentes, genre pouvoir gérer l'économie au centime près qui se déplace dans les unités. Et donc en fait on essaye de concilier. Donc c'est un peu mon rôle aussi de montrer une espèce de vision du projet sur le long terme pour pouvoir genre dire non, là on va pas aller dans cette direction là parce que ça correspond pas à ce qui avait été décidé ou ce qu'on va faire là, ou ça n'a pas d'intérêt dans la vision du projet. Après, des fois, c'est compliqué quand il y a vraiment deux personnes qui ont deux opinions très extrêmes. Ça peut être un peu tendu dans les discussions. Et donc en fait, dans ces cas-là, soit on essaie de trouver un terrain commun, soit, comme ça arrive souvent, il se passe rien. C'est-à-dire que du coup, comme on arrive à aller dans aucune des deux directions, on va au milieu ou on va en arrière. Ouais. Il n'y a pas... quel est l'impact au niveau performance d'utiliser JavaScript pour les IA, la génération aléatoire et tout ça? Alors, il y a un gros impact. En général, dans les jeux comme ça, on utilise du Lua, parce que ça va plus vite. Maintenant, on a bénéficié beaucoup des avancées du web, parce que du coup, comme le JavaScript est devenu très très populaire, on a pu avoir des optimisations assez sympathiques. On a quand même des soucis, genre quand il y a beaucoup d'unités qui vont bouger, ça va être un peu compliqué. Et donc en fait, pour mitiger ça, on peut réécrire certaines parties en C++, parce qu'en fait les composants, donc en gros c'est un système d'entités composants. Donc l'idée c'est que vous avez par exemple un personnage, c'est une entité, et dessus vous allez attacher un composant vie, vous allez attacher un composant intelligence de déplacement, un composant je peux me déplacer, etc. Et donc chacun de ces composants peut être écrit soit en JavaScript, soit en C++. Donc en fonction des besoins en performance, on peut changer le langage histoire de faire ça. Après, certaines réécritures de ce code-là peuvent être particulièrement compliquées. Par exemple, l'intelligence des unités, c'est un fichier JS qui fait 6500 lignes. Donc migrer ça en C++, c'est pas vraiment une option. Donc on essaye de mitiger au maximum. Après, il y a des choses qui peuvent être faites au niveau de, justement, en gros, quand on a lancé le jeu, quand ils ont lancé le jeu en 2001, les processeurs avec plus qu'un cœur, c'était pas monnaie courante. C'était genre, il y en a eu 2-3 et c'est tout, quoi. Maintenant, on est sur des trucs qui en ont 36, je crois que ça monte même à 150, j'en ai vu à 250, voilà. Donc du coup, il y a pas mal de choses à faire en utilisant plus de ressources, voilà. Donc le jeu, il va pas forcément utiliser le maximum de votre machine actuellement. Donc ça veut dire qu'il y a des possibilités justement peut-être de déporter toute la partie JavaScript sur un autre cœur pendant que l'ordinateur fait autre chose à côté. Et pour en fait compenser la lenteur entre guillemets par de la parallélisation. Ok. Alors, en fait, il y a un débat interne d'ailleurs pour savoir si on mérite toujours de s'appeler alpha et si on n'est pas plutôt une bonne bêta maintenant. Ça dépend vraiment de l'appréciation de chacun. Moi, je considère que tant qu'il y aura vraiment du lag en fin de partie, c'est dur de dire qu'on est plus qu'alpha. Après, le mot alpha a changé de signification dans les 20 dernières années. Un jeu alpha, à l'origine, c'était ça, c'était un jeu pas fini, etc. Maintenant, ils appellent ça early access ou bêta, etc. Et donc, il y a des gens qui nous disent, ouais, mais moi, je ne veux pas m'investir tant que le jeu ne s'appelle pas bêta. Et donc, des fois, on se dit, est-ce que si on change juste le nom, on aura plus de joueurs? Est-ce que ça vaut le coup? Après, on a une espèce de roadmap pour ce qu'on voudrait être en bêta, mais encore une fois, c'est à la discrétion de chacun, dans le sens où il y a des gens qui vont dire non, mais il faut absolument qu'on ait ça, ou d'autres qui vont faire non, c'est bon, on est prêt, let's go, on va sur Steam et puis on fait des choses, quoi. Il va me tuer. Ah.
Est-ce qu'on peut voir ça? Des jetons. En tout cas, chapeau. Merci. Hein. Le boulot et tout, c'est formidable. Est-ce qu'on les voit? Ah oui, il ne reste plus grand-chose là. Avec le pad. Ah, visiblement, ça t'a pas arrêté. Ouais. Mais du coup, voilà, donc là, il y a deux modes d'attaque. Donc là, par exemple, vous voyez, les soldats, ils sont en train de faire du hula hoop. Donc l'idée, c'est que dans le jeu, vous pouvez soit détruire, soit capturer les bâtiments. Par défaut, on est sur capture. Si vous voulez détruire les bâtiments, il faut appuyer sur contrôle quand vous attaquez un bâtiment. Donc en gros, l'idée, c'est que chaque bâtiment a une barre de loyauté. Et si vous arrivez à la faire descendre, vous prenez le contrôle du bâtiment. Donc, quand vous prenez le contrôle d'un bâtiment comme le centre de village qui est là, du coup, tous les bâtiments dans la zone d'influence deviennent à vous aussi. Et donc du coup, souvent, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir une ville et puis vous allez rusher au point de contrôle, entre guillemets. Donc, comme en vrai, en fait, vous prenez le contrôle du gouvernement et puis après, c'est à vous, quoi. Voilà, j'ai rien développé. Ouais. À l'assaut. Voilà, donc il y a plusieurs types de stratégies différentes. Hein. Il y a ce qu'on appelle le turtling. Donc vous allez être chez vous, vous mettez des murs et puis vous attendez que ça passe et puis donc vous allez récupérer le max de ressources. Et les gens qui sont plus sur ce qu'on appelle du rush, donc l'idée c'est que vous allez attaquer directement au maximum en essayant par exemple de détruire les unités économiques de votre adversaire pour permettre justement de ralentir sa progression. Après, c'est toujours un calcul un peu risqué parce que ça veut dire que vos soldats qui attaquent, c'est pas des gens qui vont récolter des ressources non plus, donc il faut voir si ça vaut la perte. Oui. Attendez, parce que... Envisagez de passer à quoi? Alors, non, en vrai, j'ai pas... Je crois que j'ai eu une fois la question, mais en fait, le truc, c'est que je sais même pas comment on ferait pour migrer actuellement. En fait, donc là, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on va télécharger des fichiers texte qui contiennent pour chaque langue les équivalents des trucs. J'imagine que ça le fait aussi. Je ne sais pas du tout quel impact ça aura sur les traducteurs, etc. Parce que c'est possible qu'aussi on n'ait pas autant de traducteurs que sur Transifex. Déjà qu'on les maltraite pas mal parce qu'on a beaucoup de chaînes. Si en plus on leur change de plateforme, je ne suis pas sûr qu'ils vont être très contents. Oui. Tu as parlé tout à l'heure de problèmes de performance liés au CMTP qui Ouais. Et qu'est-ce qui est prévu pour mitiger ça? Est-ce que par exemple déporter le CMTP En fait, c'est possible. Donc, en gros, n'importe qui peut héberger son propre serveur de jeu. Donc, en fait, dans l'absolu, on pourrait avoir des choses. En gros, l'idée, ce serait peut-être d'avoir plusieurs serveurs dans la liste pour se connecter en multijoueur. On n'a pas pour l'instant de trucs. On est en train de justement, pour l'instant, essayer comme je parlais de vieux code là, donc de tout versionner. Donc maintenant, le code du lobby est sur GitHub. Vous pouvez aller le récupérer, cloner et faire des trucs. Il y a toute la documentation. L'idée, c'était de rajouter des tests, de vérifier des choses et tout. Et donc, après, en fait, là, pour pouvoir l'étendre. Voilà. Parce que c'est pas possible. Parce qu'en fait, peer-to-peer, ça marche bien. Enfin, ça marche bien quand il y a, je sais pas, jusqu'à peut-être 32 joueurs. Et déjà, ça commence à devenir compliqué. Là, quand il y a 500 personnes, ça fait une étoile. Donc, ça fait beaucoup de connexions pour pas grand-chose, en fait.
C'est juste pour les gens dans le lobby, en fait. Même pas pour le jeu lui-même. Là, s'ils voulaient se parler tous les deux, ça ne passe pas par ça. Ça, c'est vraiment juste... En fait, le problème, c'est pas tant que le serveur multijoueur, entre guillemets, permet plus de connecter aux parties, même si c'est embêtant. C'est que, en gros, au bout d'un moment, ça risquait d'impacter les autres services. Et donc, plus de forums, plus de sites web, plus, etc.